Les podcasts de janvier, saison 2, épisode 8, c'est parti! Bonjour à tous et merci de votre fidélité au podcast de janvier, les infos à la com. La saison 2 est bien avancée, il fait beau, il fait chaud et nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio climatisé Eric Toremocha. Eric, j'ai bien prononcé ? Oui, c'est parfait. Super. Alors Eric est talent général Alliance, mais pas que. Il est aussi membre du bureau et responsable com de MAC3, qui est le regroupement professionnel des agents généraux d'Alliance. Il va nous en dire un peu plus tout à l'heure. Et à côté de ça, Eric est aussi très actif au MHB, puisqu'il s'occupe du fonds de dotation du club. Et là aussi, il a une belle actualité dont il va nous parler tout à l'heure. Bref, beaucoup d'actu. Il vient nous en parler. Alors pour commencer, Eric, pourrais-tu juste te présenter pour nos auditeurs ? Alors oui, bonjour à tous, merci de m'accueillir. C'est un plaisir d'être avec vous. Alors je suis agent général à Alliance, comme tu l'as dit. J'ai 45 ans, je suis un pur Montpelliérain qui s'est un peu expatrié après quelques années parisiennes. Un petit séjour au Canada aussi il y a quelques années. Et Aigues-Mortes maintenant. Et oui, maintenant basé au Grau-du-Roi et à Aigues-Mortes. D'accord. Et donc tu es agent général Alliance à Aigues-Mortes aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc je suis assureur pour faire plus court. Alors, ça peut paraître surprenant, en tout cas, d'avoir un assureur au podcast à la com. Et pourtant, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'actualités liées à la communication autour de l'assurance. C'est un petit peu comme pour les avocats ou d'autres professions réglementées. En général, la com pour les assurances, c'est pas hyper sexy. Mais alors qu'on pourrait penser que ça ne l'est pas du tout, finalement, il y a quand même des moyens de contourner tout ça. C'est un petit peu ton cas, d'ailleurs. Alors c'est lié aussi à la façon dont je travaille, puisque un agent général, c'est une profession réglementée. Donc je suis indépendant, je représente la marque Alliance, et nous avons un lien juridique comme presque un client et un fournisseur. Sauf que je suis maître de ma com, tout en respectant quand même la charte de la marque. Donc il y a cette distinction-là. Donc d'un côté, la marque va communiquer pour elle-même, de façon institutionnelle. Donc on a beaucoup de communication, notamment en ce moment sur les JO, sur l'inclusion, sur le handicap. Donc cette partie-là est très forte pour Alliance. Il y a vraiment une stratégie de marque qui est très structurée. Et après, j'ai la communication de mon cabinet, où finalement je vais communiquer sur mon équipe, sur mon client, sur mes clients et sur mon territoire également. Donc c'est là où je peux me distinguer. Donc là, tu es libre. Alors, dans un certain carcan, comme tu nous l'as dit, tu respectes quand même la charte graphique d'Alliance, ou pas forcément. En tout cas, certains codes, tu ne vas pas à l'encontre des campagnes nationales, mais tu es assez libre. Et ça, finalement, c'est plutôt surprenant. Oui, alors après, tout est histoire de dosage, parce que je ne peux pas effectivement faire n'importe quoi. L'idée, c'est de quand même rester fidèle aux valeurs de la marque, et en tout cas à la ligne éditoriale de la marque. Donc c'est ce que je fais. Donc aujourd'hui, on est plutôt raccord, notamment sur le côté proximité, puisque notre métier, c'est un métier de terrain, un métier où on est vraiment ancré de façon profonde dans les territoires. Et donc là, je peux me différencier de façon assez forte. J'ai une appétence pour la communication, puisque aussi une de mes spécialisations que j'avais fait mes études, c'était le marketing. Donc à date, je trouve que c'est une façon aussi de sortir du lot, de se singulariser. Tu tapes dans un arbre, tu as 10 assureurs qui tombent. Comment tu identifies un parmi les 10 ? Et donc toi, la com, elle te permet clairement de te démarquer, parce que je crois que tu fais des actions assez rigolotes. Oui, alors ça s'est fait progressivement. Alors moi j'ai une conviction qui est assez profonde, c'est que le digital, pour un agent général, c'est le prolongement de la vitrine physique, puisqu'on a des points de vente physiques. Donc là, en fait, c'est simplement une continuité. Et ceux qui ne viennent pas, parce qu'il y a autre chose que des flux physiques aujourd'hui en agence, il faut quand même continuer à leur parler et maintenir un lien. Donc de cette façon-là, il faut arriver à avoir une com un peu percutante. Donc moi, je fais partie de ceux qui parlent à beaucoup de mes clients. J'en parle parce que je préfère parler de mes clients que de moi. C'est moins intéressant. Je parle de mon équipe, je parle de nos compétences, aussi de notre offre. Je parle aussi des actions qu'on peut mener en local. Et puis en fait, toute cette partie-là fait qu'on sort un petit peu du lot et on y met un peu d'humour aussi. On est capable de faire des coms assez décalées. Oui, par rapport à l'actualité. Exactement. Donc une des coms
dont je t'avais parlé, c'est notamment quand il y a eu l'histoire du char à voile avec le PSG, le fait de faire un visuel sur un char à voile en disant qu'on peut assurer les chars à voile, et en taguant le PSG par exemple Est-ce sur que tu LinkedIn. as assuré un char à voile? Non. Alors j'en ai pas assuré, mais ça a été une Ça a com bien qui a été pas mal relayée parce qu'elle était décalée en fait, sans que ça soit offensant pour qui que ce soit, parce qu'après la limite de l'exercice, c'est resté aussi correct dans le propos. Et alors, de façon plus générale, on parlait effectivement de tes actions un peu décalées, mais tout ça provient aussi peut-être du fait que les assureurs, les garagistes, les communicants ou les agences de com, on peut avoir une image un peu dégradée, en tout cas auprès du grand public, qui est assez moyenne. On en parlait tout à l'heure, tu as vécu des années quand même relativement complexes avec le Covid, la sortie du Covid. Et cette image de l'assureur, elle est complexe. Donc la communication autour reste compliquée. Oui, la communication, elle est extrêmement complexe pour les assureurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des campagnes sont assez neutres. Alors, il peut y avoir un peu d'émotion sur certaines campagnes, mais ça reste assez lisse. L'idée, c'est de ne pas avoir un bad buzz, puisque le métier d'assureur, aujourd'hui, est plutôt un métier qui ne fait pas partie, en tout cas, des métiers qui sont appréciés par l'ensemble de la population. J'ai vu un classement il n'y a pas longtemps où on est le 7e métier le plus détesté par les gens. Ah, c'est pas mal. Ouais. Donc, je pense qu'on a été Et plus ça vient haut d'où dans la tout ça, hiérarchie. selon toi, en fait? C'est parce que vous êtes lié à une certaine idée de risque, et donc toujours ceux qui sont là pour, au mauvais moment, d'une certaine manière, quand il se passe quelque chose de négatif. J'avais écrit un article pendant le Covid sur ce sujet-là, où je disais qu'en fait, aujourd'hui, ça a mis en lumière une défaite de la communication de notre secteur à expliquer ce qu'on faisait. Puisque finalement, en fait, un assureur, il est là pour le gros risque, pas spécialement pour le petit risque, même si, effectivement, on paye aussi. Et l'image d'Épinal qu'on peut avoir, c'est vous êtes là pour encaisser les cotisations, mais vous payez jamais. Évidemment. Ce qui est faux. Je te prends un exemple tout simple. L'année dernière, rien que sur le sujet catastrophe naturelle, pour 1 euro de cotisation sur les assurances habitation, on a payé 5 euros d'indemnisation. Là, rien que sur le périmètre catastrophe naturelle. Donc après, quand tu rajoutes le vol, l'incendie, des risques assez classiques, l'ardoise monte assez haut, mais on n'est pas capable de l'expliquer. On est presque comme si on se sentait redevable ou coupable par essence, ce qui est assez fou. C'est peut-être qu'effectivement, chacun va voir midi à sa porte. C'est-à-dire que pour moi, j'estime peut-être ne pas avoir été assez... bien assuré ou indemnisé, peu importe, alors que si on prend les chiffres globaux, c'est plutôt très bien le cas. Oui, carrément. Et puis, si on parle même de façon financière, tu prends la marge nette du secteur, elle est de 4%. Il y a beaucoup de secteurs qui ont de bien meilleures marges que nous. Alors, quand tu regardes les résultats nets, effectivement, des gros assureurs généralistes, ça donne tout de suite le tournis, mais c'est une histoire de volume, en fait, de volumétrie. C'est pour ça qu'en fait, il y a des bénéfices qui sont importants. C'est parce que la volumétrie permet ça. Alors que la marge nette, je vais bien moins marger, par exemple, qu'un restaurateur. Ouais. Et toujours pour rester en fait dans cette image, on parlait tout à l'heure, avant de commencer l'émission, sur le Covid, où le Covid, c'était une période qui était encore plus complexe, qui était peut-être j'allais dire le point haut de la difficulté que les assureurs ont pu rencontrer en termes de com. Parce que ça va mieux aujourd'hui, on sent qu'il y a quand même une évolution, en tout cas que les campagnes autour des assurances sont quand même bien vues, on les connaît tous depuis des années, mais elles sont toujours relativement bien appréciées en fait des panels de contrôle ou d'audit. Donc cette image, elle bouge quand même un petit peu, en tout cas depuis le Covid notamment. Elle est assez fluctuante parce que, évidemment, pendant le Covid, l'image était extrêmement dégradée. Il y a eu un petit jeu aussi politique, il faut dire les choses de façon très claire. Quand on entend Bruno Le Maire qui appuie tous les matins à la radio ou dans n'importe quelle entrevue sur l'assureur qui doit jouer son rôle, il appuie là où il pense qu'il peut aller appuyer. Le jeu qu'il y a derrière, c'est que on prend la Fédération française des banques, ils sont très soudés, très, très liés. Donc au bout du bout, eux, ils sortent de la crise avec une image très positive. Ils ont prêté de l'argent pour relancer l'économie. Sauf que cet argent-là, quand tu le prêtes, mais qu'il est garanti par l'État pour les 3/4, ton risque, il est zéro. Surtout qu'entre-temps, quand tu as décalé des emprunts, tu as des intérêts intercalaires, tu as vendu de l'assurance emprunteur, donc tu as continué en fait à gagner l'argent.
Donc, et pour le coup, dans la crise, ils n'ont pas c'est mis... pas Allianz qui a vendu une assurance emprunteur là-dessus. Et non, parce qu'en fait, c'était justement, voilà, c'était lié à ces prêts-là. Donc, ils ont gagné de l'argent. Et nous, la FFA, qui s'appelle maintenant France Assureur, qui est le groupement de tous les assureurs, c'est un peu comme si tu avais une famille dysfonctionnelle. À l'intérieur, tu as des banques assureurs, tu as des assureurs généralistes, des mutualistes, qui n'ont pas la même fiscalité, qui n'ont pas les mêmes engagements, pas les mêmes ratios de solvabilité, c'est-à-dire l'argent qu'ils doivent provisionner au cas où, et qui ne présentent pas du tout le même profil. Un assureur comme Allianz, AXA, Generali, on appelle ça des assureurs systémiques. Donc si ces assureurs-là tombent, c'est tout le système économique qui tombe. Contrairement à un mutualiste qui est obligé de reverser à ses sociétaires. Donc il y a un jeu de com là-dessus aussi, parce que c'est prévu dans leur statut. Et ils ont une fiscalité ad hoc pour ça. Et donc France Assureur, France Assurance France Assureur. France Assureur. Donc c'est une nouvelle marque, c'est ça, qui est née de... Non, en fait, c'est simplement comme c'était la Fédération française de l'assurance. Qui a changé de nom. Qui a changé de nom, qui a changé un peu d'image. Mais en fait, à l'intérieur, quand tu as des objectifs qui sont complètement différents, tu n'arrives pas à avoir une position commune. Donc les communications des assureurs pendant le Covid ont été très frileuses. Certains ont essayé de s'y tenter. Je pense à Granier, le PDG de Generali, qui a été au front, mais derrière, après, il a pris un tombeau d'insultes. Derrière, c'était pareil aussi pour le PDG d'AXA, qu'on a taxé de ne pas vouloir payer. Alors, pour partie, c'était une réalité parce que leur contrat présentait des failles juridiques. Je suis le premier à dire, le contrat, il faut l'appliquer. Si tu dois payer, tu payes. Donc nous, ce n'était pas notre cas comme la plupart des assureurs, puisque le Covid et la pandémie sont des exclusions classiques, comme le risque nucléaire, la guerre, donc ça c'est des choses classiques. Mais concrètement, personne n'a été capable de vraiment l'expliquer, de le démocratiser. Je connais même des confrères qui se sont un peu cachés pendant cette période-là, parce qu'ils avaient peur de faire face aux clients. La plupart ça devait être compliqué. La plupart des restaurateurs... était très visible à la télé, on parlait que de ça, et pourquoi vous payez pas, mais il y a un contrat. Donc après tu appliques un contrat, c'est un lien juridique, on n'invente rien. Sauf que là il y a eu beaucoup d'émotions dessus, que après l'État avait aussi besoin d'un sponsor aussi pour pouvoir mettre dans la crise. Ce qu'il faut savoir, c'est que globalement une grosse partie des aides qui ont été versées aux entrepreneurs, c'est de l'argent que les assureurs ont versé, ce qui a été peu connu. Il y a un fonds qui a été créé. C'est pas une info que... Il y a un fonds qui a été créé pour l'hôtellerie, la restauration et le tourisme, où il y a eu 1,5 milliard qui ont été injectés. Donc en clair, l'État a dit aux plus gros assureurs généralistes, vous mettez dans ce fonds, on l'administre et on communiquera comme on veut dessus. Merci. Donc tu vois, le beurre et l'argent du beurre en fait. Donc après, c'est compliqué d'expliquer à tes clients sur le terrain que en fait, tu as joué le jeu, que tu as mené des actions, alors qu'à longueur de journée, on est vraiment dans cette posture-là. Je crois que dans les intermédiaires, je suis peut-être le seul à avoir pris la parole sur le sujet. Donc un journaliste de Midi Libre de Montpellier avec qui on avait échangé, que je connais, m'avait donné la parole et j'avais dit les choses simplement. Mais parce que après, moi je ne me suis pas caché. J'ai tout fait pour que mes collaborateurs ne soient pas en danger pendant le Covid, donc on ne se croisait pas au bureau. On avait des horaires qui étaient fixés pour ne pas se croiser, on nettoyait tout. On a financé des campagnes de masques, on a financé des repas pour les personnes isolées avec le cabinet. Donc on s'est impliqué aussi, socialement et sociétalement, parce que j'y crois beaucoup à cette partie-là. Mais au bout du bout, ce que le grand public a retenu, c'est les assureurs n'ont pas joué le jeu. Alors ça, effectivement, c'est peut-être l'image d'Épinal qui est classique, mais toi, peut-être plus précisément par rapport à tes clients, tu as senti une baisse, des gens qui sont partis, ou au contraire, le fait de communiquer avec eux de façon ouverte, claire, et de prendre la parole, ça ne les a pas fait rester en se disant, Eric, il joue le jeu, ou on comprend quelle est sa posture, on comprend... est-ce que tu as senti quelque chose de négatif, voire du positif ? J'ai eu des discussions très enflammées avec certains clients. Aucun n'est parti. Parce qu'on a fait aussi des gestes pour nos clients financiers. On a été présents aussi. On a adapté nos contrats en termes de garantie aussi pendant le Covid, notamment lié à l'inoccupation. Donc ils ont vu que finalement je me comportais de façon professionnelle, que j'ai essayé aussi de
de dégager le côté émotionnel et de dépassionner un peu le débat pour être sur quelque chose de très terre-à-terre. Il y a eu des aides après qui sont arrivées, donc ça les a aussi détendus par rapport à ça. Et ça a été, c'était bien. Moi, je suis pour qu'on discute, je suis pour qu'on se dise les choses. C'est un peu comme un couple, en fait, quand tu es avec un client. Il faut se parler, il faut de la communication aussi. Hein. Donc après, tout est perfectible, mais c'est important. Donc Eric, communicant assureur, assureur communicant, c'est peut-être, j'imagine, pour ça que tu as été nommé ou que tu es membre du bureau, en tout cas de l'Union professionnelle des agents, et que tu t'occupes en particulier de la communication de ce réseau, qui est une com principalement interne. Oui, tout à fait, ouais, c'est ça. Donc le métier d'agent général, c'est un métier qui est plutôt corporatiste. Ce qui est assez fou, c'est que nous sommes tous indépendants, mais que la plupart s'épanouissent dans le collectif. Donc ça, c'est quand même assez contradictoire. Ah bah c'est une certaine, j'imagine, individualité ou qu'on retrouve, ou en tout cas le fait d'être seul, peut-être la plupart du temps, on retrouve un collectif à d'autres moments et c'est encore plus agréable. Oui, carrément, il y a beaucoup d'entraide. Donc dans chaque compagnie d'assurance, il y a une union professionnelle donc, qui permet en fait de challenger la compagnie. C'est une espèce de contre-pouvoir finalement. Donc on est là en fait pour défendre les intérêts de notre métier, de nos clients aussi. On n'est pas toujours d'accord et on échange sur tous les types de sujets. Ça va des tarifs à la politique de souscription, à la com, à l'informatique, à l'indemnisation. Il y a vraiment énormément de sujets sur lesquels on échange. Et donc, sur les agents Allianz, on est 1900 en France et on doit être à peu près 74%, je crois, d'agents qui font partie de l'Union Pro. Donc, c'est plutôt très, très, très suivi. Et donc, la com interne, donc j'en ai pris la responsabilité il y a 4 ans. C'est une équipe que j'ai créée, puisque là, on n'est pas très bon, on n'est pas des très bons communicants. Alors, encore plus quand c'est une union professionnelle. L'idée du métier, en fait, de ce métier-là, c'est faire du lien, hein, c'est créer du lien, c'est pas autre chose, c'est que les gens se parlent. Donc ton objectif, c'est de communiquer auprès des agents pour les amener dans cette union, les amener à participer un peu plus, à se regrouper. C'est partager de l'expérience, déjà, ça c'est une première chose. Échanger sur des sujets de difficulté. Après, favoriser aussi l'entraide. Donc il y a beaucoup de liens, notamment quand tu rentres dans le métier, que tu es jeune agent, tu as une période de 2 ans qui dit... on dit que c'est une période probatoire, c'est le temps de voir que la compagnie souhaite mettre en place pour voir si tu es fait pour ce métier-là. Et tu as un parrain ou une marraine donc, qui t'accompagne et qui suit un peu ton évolution. Et tu as toujours après un représentant de l'union professionnelle qui est là pour solutionner n'importe quel sujet quand c'est compliqué. Donc ça permet de se sentir moins seul et de pouvoir faire progresser son activité. Ok. Et ça fonctionne un petit peu comme une franchise ou d'une certaine manière ou c'est... Oui, alors si on prend une image en tout cas proche, ça ressemble un peu à ça. Alors en sachant qu'en fait, comme c'est une profession réglementée, on signe un mandat avec la compagnie et on achète le droit d'exploiter une clientèle donc à la compagnie. Juridiquement, ça se rapproche presque d'une concession automobile, on va dire. Ça va ressembler à ça. On a quand même un engagement qui est très fort puisqu'on engage la signature de la marque. Par curiosité, parce que c'est vrai que des agents, j'en connais quelques-uns ici, il y a une certaine zone géographique qui est réservée par agent ou comment ça se passe ? Est-ce que c'est comment un nouvel agent arrive ? Est-ce que c'est en fonction des demandes, en fonction de sa force de persuasion, de la volonté de la marque de se développer dans un désert d'une certaine manière ? Alors ce sont les compagnies effectivement qui décident des implantations et qui vont aller recruter des agents, ce qui est assez fou puisque tu recrutes un indépendant, tu suis un parcours de recrutement classique et au bout du bout, tu te dis si tu as envie de travailler ensemble, sauf qu'en fait, tu n'as pas de lien hiérarchique. Donc c'est ça qui est assez fou. Donc c'est bien la compagnie qui décide de l'implantation. Donc dans nos mandats, on a une zone qui est déterminée et puis après, par recommandation, puisque c'est notre métier aussi, ou par prescription, on peut aller travailler partout. Moi, j'ai des clients sur Paris, j'en ai beaucoup sur Montpellier, j'en ai sur Nîmes, sur Béziers, sur Aix. Je bouge aussi, tous mes clients entreprises dimensionnés. Voilà, je sors du Gros-du-Roi, d'Aigues-Mortes et de Terre de Camargue. Voilà, Ok. Bon, voilà, c'était une question aussi importante pour nos clients ou ceux qui souhaiteraient challenger leur assureur actuel. Toutes tes coordonnées seront en bio du présent podcast.
Peut-être pour changer un petit peu de sujet, donc on a bien senti que la com c'était quelque chose que tu appréciais, donc, mais par contre tu sors aussi un petit peu de ton métier pur, vu que tu as d'autres travaux que tu fais au quotidien. Tu es membre notamment du Montpellier Handball, ou de la partie en tout cas associative du Montpellier Handball. Tu t'occupes de leur fonds de dotation, c'est ça? Ou tu es responsable du fonds de notation? Alors, je suis administrateur, donc il Ouais. y a un président qui est Philippe Rivière, avec une belle équipe d'administrateurs. Et donc, l'idée, en fait, de ce fonds-là, c'est mener des actions caritatives, donc en étant adossé au Montpellier Handball. Donc, c'est vraiment le volet mécénat. Mm. Donc, tout au Oui, long parce de que l'année. Alliance est, je crois, sponsor du Montpellier Handball aussi. Donc Oui, tu as amené oui. pas mal de choses en Oui, tant que... oui, alors là, ouais, j'ai facilité, on va dire, de façon très forte la mise en relation entre les deux, parce que je suis convaincu que ce club-là, aujourd'hui, incarne des valeurs sportives qu'on voit moins dans d'autres sports. Alors moi, je suis plutôt issu du rugby, mais pour le Ça coup... ressemble quand même un petit peu. Ouais, Ouais. alors, le handball et le rugby à Montpellier ont toujours été très proches, c'est historique depuis 25-30 ans. Il y a 20 ans, il y avait déjà des soirées 25 ans entre les handballeurs et les Montpelliérains. Au rugby, c'était On assez n'entend pas fort. parler de ça quand on n'y est pas. Ça doit être assez space. Hein. Et du coup, c'est vrai que c'est des sports qui sont assez proches de par l'engagement physique, ça c'est une réalité. Et le handball ressemble un peu à ce qu'était le rugby il y a 20 ans, c'est-à-dire un sport très familial, où en fait il y a un peu moins d'argent, il faut se dire les choses aussi de façon très claire, les liens sont plus directs. Et à date, moi quand j'ai cherché où être partenaire dans un club et aussi développer mon image et amener mes clients, le rugby, j'étais moins raccord avec la politique du club. Et C'était moins un mon peu truc. trop de monde aussi, peut-être Oui, ouais. c'était un peu trop de monde. Et puis le rugby un peu romantique que j'ai connu quand Montpellier était Il s'est champion de France en Pro professionnalisé, D2, ouais. où j'avais des copains qui jouaient. Je me rappelle d'une finale à Montauban là, qu'ils avaient gagné. C'était une autre époque. Et Je moi, crois j'ai que besoin de ça. on a fêté les 20 ans, c'est ça hein, Ouais, c'est ça. Il y a peu de temps, j'ai vu les vidéos sur Midi Libre. Ouais, c'est exactement C'était ça. pas mal. Ouais. C'est exactement ça. C'était une génération qui a fait grandir le club. Après, il faut que les clubs se professionnalisent. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Dans le rugby, comme dans d'autres sports, c'est un peu la course à l'armement. Mais le hand, aujourd'hui, même si on est dans une dynamique aussi de croissance financière, on reste sur un modèle qui est plus familial, ou en tout cas que je connaissais. Et puis, j'ai un de mes meilleurs copains qui m'y a mené dans les années 90. Donc, c'est pas une histoire qui est récente, moi, avec le club non plus. Et au niveau des valeurs, justement, enfin en tout cas de ce que vous faites au niveau du fonds de notation, je crois qu'il y a une actu proche. C'est à la fin du mois de mai. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors nous organisons un gala donc le 31 mai donc au FDI Stadium, donc où il y aura pas mal de champions qui seront présents, olympiques et paralympiques. Donc le thème de ce gala, c'est donc l'olympisme, la performance et le handicap. L'idée sous-jacente, c'est de dire qu'un sportif de haut niveau, qui soit en situation de handicap ou qui soit valide, c'est un sportif de haut niveau. C'est un sportif de haut niveau, il n'y a aucun écart là-dessus. Donc on fait une vente aux enchères et un dîner de gala où en fait on récolte des fonds pour amener des personnes en situation de handicap à vivre une journée à Paris 2024 aux Jeux, pour leur faire partager les Jeux. Et en même temps... Si vous avez besoin d'accompagnants... je le note. Si te faut un guide, je serai là. Avec plaisir. Et de façon plus sérieuse, là, sur les sportifs qui seront présents, donc les sportifs paralympiques, c'est quand même un milieu où il y a peu de financement. Donc l'idée, c'est de récolter aussi des fonds pour les aider dans leur préparation. Parce que ne serait-ce que financer un billet de train, financer un stage avant une compétition, ça nécessite un budget tout au long de l'année. Donc on a quelques sportifs là qu'on va essayer d'accompagner. Imaginons qu'un client, un prospect ou un partenaire ou quelqu'un qui écoute ce podcast se dise « Ah, ça m'intéresserait beaucoup de prendre une table ». Est-ce qu'il y a encore de la place pour le gala ou c'est complètement sur terminé? le gala, on arrive déjà en bout de course. Hein, tant mieux. Parce qu'il a eu beaucoup de succès, ça a été assez rapide. Après, tout au long de l'année, on mène quand même pas mal d'actions. Donc l'idée, c'est qu'on est toujours à la recherche de mécènes et de partenaires. Côté fiscal, il y a toujours une déduction importante quand on soutient un fonds de dotation, puisqu'on devient mécène, on n'est pas partenaire, on est mécène.
Donc il y a beaucoup de belles occasions, beaucoup de beaux projets à financer. Je pense notamment, on a fait le plugging il n'y a pas longtemps, où en fait tu cours et tu ramasses des déchets en même temps. On a soutenu aussi, on a financé des centrales électriques pour l'Ukraine aussi, qui ont permis à des hôpitaux de fonctionner en partie. Via le club, hein. Via le club, alors c'est via le fonds de dotation, pour le coup. Ensuite, tu as eu un projet aussi avec les Compagnons de Maguelone, où des arbres ont été plantés, donc les joueurs sont impliqués aussi. Il y a l'ICM avec qui on a travaillé aussi, le côté cancéro, avec Octobre Rose. Donc il y a pas mal d'actions tout au long de l'année, sur le handicap, sur l'environnement, sur l'inclusion, sur le sport pour tous aussi, où vraiment on essaye de jouer notre rôle d'acteur sociétal engagé, qui colle à l'ADN en tout cas du club. Super, bah écoute, l'appel est lancé, hein, si jamais ça intéresse, comme tu disais tout à l'heure, des mécènes ou autres, qui te contactent ou qui contactent le fonds de dotation directement. On avait plein de petites actus à discuter, mais je crois qu'on a fait à peu près le tour en termes de timing. Donc on va peut-être s'arrêter là aujourd'hui, mais quand même une petite question qui n'est pas exactement celle qu'on avait prévue, mais l'intelligence artificielle, je voulais en arriver là aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose comment l'intelligence artificielle aujourd'hui peut changer aussi ton métier ? On parle notamment de tout ce qui se passe aujourd'hui avec ChatGPT, avec le fait que, je ne sais pas si c'était l'actu du matin, Bard, donc l'intelligence artificielle de Google, a été lancée aujourd'hui dans 180 pays. Alors je ne crois pas la France, parce que j'ai essayé de m'y connecter ce matin et j'avais toujours pas la permission. Mais voilà, est-ce que l'intelligence artificielle, pour toi, va changer quelque chose, ou est-ce que tu vois déjà des changements sur les mois écoulés ? Oui, alors forcément dans notre métier, de façon plus générale, la data est un sujet ultra important pour les assureurs. Le côté prédictif aussi, donc ça fait très longtemps que les assureurs essaient de prédire ce qui va leur arriver. Alors surtout dans un environnement où tu as le changement climatique qui joue un rôle très important, les mobilités aussi changent énormément. Qui aurait pensé qu'il y a quelques années on aurait assuré des colocations, Uber, des trottinettes électriques. C'est des modes en tout cas de mobilité qui ont changé. Les catastrophes naturelles et le climat changent beaucoup, donc ça a un impact très fort forcément sur les assureurs. Donc le côté data déjà est très important. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait partie de l'ADN de beaucoup d'insurtech qui arrivent sur le marché. Donc, qui viennent essayer de challenger un peu les assureurs traditionnels, qui pour le coup sont beaucoup plus robustes parce qu'ils ont une masse assurable qui est plus importante, donc ils sont capables de faire face à des engagements importants. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça permet une meilleure expérience client. Quand tu veux te connecter à un espace client, tu as en face souvent un robot en fait, qui va traiter une de tes demandes, un changement d'adresse, un changement de RIB, quand tu envoies une facture pour te faire rembourser une note chez le médecin ou chez ton ostéo, ça va être traité par un robot en face souvent. Donc ça a vocation aujourd'hui à accélérer en tout cas le traitement des demandes de clients, la complexité restant pour l'instant l'apanage des personnes en tout cas physique. Et est-ce qu'il n'y a pas un affinage, ou pas du tout, du calcul du risque ? Est-ce que l'intelligence artificielle aide là-dessus Oui, forcément, parce que là, on est dans un boulot pur d'actuaire où tu vas modéliser des données. Donc l'intelligence artificielle, déjà, est utilisée pour cette partie-là. Mais elle va être de plus en plus prégnante, en tout cas, dans le traitement des données. Et puis, aujourd'hui, ChatGPT est capable d'apprendre beaucoup plus vite qu'une personne physique et apprendre beaucoup plus vite et se spécialiser sur un sujet en particulier, ce qui est quand même notre métier. Aujourd'hui, quand tu as quelqu'un qui s'occupe de l'indemnisation des sinistres corporels, par exemple, chez un assureur, elle va faire que ça. Et elle va être extrêmement pertinente sur le sujet, précise, elle va avoir un niveau d'expertise très particulier. Mais demain, ChatGPT peut-être pourra aller plus vite qu'une personne physique. Ça, c'est ce qui, c'est indéniable. C'est ce qui aujourd'hui finalement est l'apanage de beaucoup de secteurs. C'est que l'humain soit remplacé par un robot qui va plus vite.
Eh bien écoute, on verra plus tard. Donc l'intelligence artificielle ne va pas remplacer tout de suite l'humain. Donc n'hésitez pas à aller rencontrer Eric Toremocha directement à Aigues-Mortes ou au Montpellier Handball, parce que finalement tu y es assez souvent. Donc on aura l'occasion de s'y croiser bientôt. Merci Eric en tout cas pour ton temps aujourd'hui. J'espère que vous aurez plaisir à écouter ce podcast. Si vous avez des questions, toutes les informations qu'on a abordées aujourd'hui sont en bio. Et on vous donne rendez-vous d'ici une quinzaine de jours pour le prochain numéro. Merci. Merci beaucoup.